dans cette logique depuis des années au Maroc. Mais bon, il faut quand même conforter encore cette logique, cette philosophie de l'approche systémique. Alors, il faut que, justement, grâce à cette approche systémique et collaborative à travers la plateforme, euh, l'objectif, c'est de faciliter un peu des exercices de prospective. Hein. Donc, on parle de planification stratégique et tout ça, mais je pense que les méthodes maintenant qui sont éprouvées, qui ont montré leur utilité et qui ont fait leurs preuves, c'est les méthodes de prospective stratégique, mais qui travaillent avec des scénarios. C'est-à-dire, on ne fait pas seulement de la planification avec un scénario fil de l'eau, parce que le scénario fil de l'eau, de toute façon, il n'est jamais atteint. Donc il faut travailler avec du scénario planning, c'est-à-dire faire des prospectives avec des possibilités, avec des éventualités qu'on passera un jour par de notre pays à des chocs futurs. Et, et les chocs, il faut s'y attendre. Personne ne pensait qu'on aura un choc sanitaire qui a mis le monde à l'arrêt pendant plusieurs mois. Et donc, c'est grâce à cette prospective qu'on pourra justement être au moins mieux armé pour pouvoir y faire face. Alors, cette prospective, évidemment, elle a besoin de données. Encore une fois, je reviens vers les données. Elle a besoin de constituer des socles de connaissances. Et les socles de connaissances, ça se construit avec les scientifiques. Hein, parce que l'eau, comme vous le savez très bien, c'est un secteur qui est hautement technologique. Il y a beaucoup de technicité, des métiers. Et donc, on ne peut pas faire l'économie de la communauté scientifique pour justement nous aider à innover et rechercher les meilleures solutions, les plus durables, les plus innovantes et les plus économiquement viables. Pardon. Alors là, pour cette prospective, elle va en troisième étape, elle va permettre de faire de la co-construction. J'appuie beaucoup sur le terme co-construction, parce qu'il faut qu'il y ait une approche participative qui garantit l'appropriation des résultats en termes de feuilles de route. Donc, il faut vraiment faire des feuilles de route contextualisées qui sont adaptées aux spécificités régionales. Hein. Chaque bassin versant a ses propres spécificités, aussi bien climatiques, économiques, sociales, démographiques. Et donc, il faut vraiment intégrer cette distinction territoriale au niveau des bassins versants. Et donc, ces feuilles de route, évidemment, plus elles sont partagées, mieux elles ont des chances d'être déployées sur le terrain. Évidemment, donc, ces feuilles de route, pour qu'elles puissent être déployées, il faut des projets. Et donc, les projets, aussi là, j'insiste sur la question de la co-construction de ces projets par les parties prenantes, parce que sinon, un projet qui n'est pas partagé par tout le monde n'a pas toutes les chances d'atteindre les objectifs escomptés. Et surtout, il faut que ce soit des projets bancables pour trouver des financements adéquats à ces projets. Et là, l'idée d'intégrer, d'impliquer les bailleurs de fonds en particulier, tout en amont de la chaîne de valeur, ça donnera toutes les chances à ces projets de trouver des fonds. Et je pense que ce n'est pas ça qui manque. Hein. Généralement, on dit que les fonds sont là, mais les ressources sont abondantes. Le problème, ce n'est pas les ressources. Le problème, c'est la capacité des acteurs à préparer des projets bancables, à faire des structurations juridiques, financières qui sont vendables auprès des bailleurs. C'est l'intelligence artificielle. Hein. Maintenant, tout le monde utilise l'intelligence artificielle, et particulièrement pour pouvoir faire des analyses en temps réel d'un vaste ensemble de données de toutes sortes, et pour que justement, des données personnalisées, bien sûr, comme j'ai dit, par rapport aux agences des bassins, afin de synchroniser un peu les stratégies de gestion des ressources en eau avec les prévisions climatiques. Et puis, ça permet aussi d'optimiser l'allocation et la répartition des ressources entre les secteurs, hein, l'agriculture, le tourisme, l'industrie, la consommation humaine, bien sûr en utilisant des modèles de prévision qui sont évolués. Donc tout ça, cette plateforme a l'ambition de le mettre à la disposition des utilisateurs, et ceci permettra bien entendu d'améliorer la connaissance et la réactivité par rapport aux événements climatiques extrêmes. Il y a l'Internet des objets qui s'appuie essentiellement sur les capteurs qui sont mis dans les réseaux hydriques et qui permettent un peu de surveiller de manière constante et proactive les infrastructures hydrauliques.
et ça permet de réduire les pertes, ça permet de détecter les fuites de manière précoce et donc de faire des interventions en temps opportun pour améliorer les performances des réseaux. La blockchain, évidemment, ça, hier on en a parlé beaucoup dans la journée des bassins, la question de la sécurité de l'information, de la transparence de l'information, de la confiance, parce que tout ça crée de la confiance entre les partenaires qui sont censés partager ces informations et ne pas avoir cette appropriation de l'information et ce refus de la partager avec les autres pour une raison ou pour une autre. Je pense que des outils comme ça permettent justement de renforcer cette confiance pour que les gens partagent l'information, sachant qu'ils vont avoir des retours de ces informations qui vont être utiles pour leur propre mission, pour leurs propres attributions. Donc, maintenant l'initiative, elle a encore, c'est un nouveau-né. J'aime bien le qualificatif qui a été présenté par Sylvestre, c'est un nouveau-né évidemment, parce qu'il y a encore des études à faire, il y a encore un montage à faire, il y a encore des partenaires à rechercher, des financements à mobiliser, et il y a un portage politique et institutionnel à assurer. Et je pense que, je suis certain que la Direction générale de l'hydraulique, à travers le ministère de l'équipement et de l'eau, est l'institution qui a tout naturellement, toute la légitimité pour le portage de cette initiative, à travers la mobilisation évidemment, à travers l'implication des agences des bassins hydrauliques qui dépendent de ce ministère, directement du ministre. Et puis, cette plateforme doit être expérimentée, c'est tout à fait scientifique et méthodique, doit être expérimentée dans une agence de bassin pilote, de préférence une agence qui reflète un peu les différents usages de l'eau, industrielle, agriculture, agro-industrie, domestique évidemment, touristique. Donc vraiment tous les secteurs où l'eau présente un défi. Et bon, ça restera de la compétence exclusive de la Direction générale de l'hydraulique. Et puis la mobilisation des partenaires, comme j'ai dit. Donc on a besoin de mobiliser les partenaires comme l'État, les régions, parce que les régions, elles ont une vocation par excellence de développement durable. Et là, nous sommes vraiment pleins dans le développement durable, et en particulier dans l'ODD 6, qui est l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous, sans laisser personne pour compte. Et donc il y a aussi des institutions financières, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont très intéressées à mobiliser des expertises, de mobiliser des financements adéquats, des financements verts, pourquoi pas des obligations vertes, pourquoi pas utiliser intelligemment les fonds internationaux pour le climat. Les fonds existent, mais malheureusement, nous n'avons pas encore la capacité d'en bénéficier d'une manière intelligente. Et là, je pense que le fait d'avoir des outils, des dispositifs qui permettent de trouver des projets bancables, je pense que ça va nous faire gagner énormément de temps et donc de drainer énormément de ressources. Donc je conclurai par les étapes qui sont un peu classiques, évidemment, pour la mise en œuvre de ce type de dispositif. Donc il y a des études de faisabilité détaillées, institutionnelles, techniques, économiques. Il faut développer dans une deuxième phase et mettre en place l'infrastructure technologique de la plateforme. Évidemment, cette plateforme, pour être utilisée d'une manière fluide, il faut faire de la formation, du renforcement des capacités. Donc, elle peut offrir cet espace de e-learning pour faciliter un peu la formation de tous les utilisateurs potentiels de la plateforme. Et puis, la phase de déploiement et de gestion de l'initiative. Et bien sûr, il faut que cette initiative soit suivie de manière constante pour identifier les domaines d'amélioration et apporter les corrections qu'il faut. Et enfin, et ça c'est très important, une fois que cette plateforme sera expérimentée dans une agence, dans une ABH au Maroc, évidemment on va tirer des leçons, des enseignements, des difficultés, des échecs, des réussites, ça c'est un peu normal. Et donc ça permettra un peu de la dupliquer d'une manière intelligente. Et je conclurai par faire une invitation, un appel un peu à tous les acteurs à s'engager activement dans Water Connect Morocco. J'ai trouvé cette citation, je dirais, chaque goutte d'eau elle compte, chaque partenaire compte dans cette initiative et chaque action compte dans la construction de
d'un avenir hydrique sécurisé et qui facilitera la dynamique de développement de notre pays. Et merci de votre attention. Merci Sibn Ahmed. Vraiment, cette initiative qui est le Water Connect Morocco, c'est une initiative vraiment qui va clarifier donc la gouvernance du secteur de l'eau au niveau local, premièrement, régional et national. Je vais essayer de résumer un petit peu les grandes lignes de cette initiative. Donc, d'après la présentation de Sibn Ahmed, donc, cette initiative va constituer vraiment un socle de connaissances qui sera la base de plans d'action créatifs basés sur une sensibilisation de l'ensemble des parties prenantes. Et là, je félicite Sibn Ahmed et Sibn Azzouz parce qu'ils ont vraiment intégré l'ensemble des partenaires dans le secteur de l'eau, que ce soit les bureaux d'études, que ce soit les entreprises, que ce soit la société civile, que ce soit c'est-à-dire les établissements publics dans les agences de bassin ou l'État par le biais du ministère de l'équipement et de l'eau. Et d'ailleurs, c'est une initiative qui ne concerne pas que l'eau, mais c'est justement réussir la cause de l'eau et aller au-delà des défis qui nous attendent tous pour justement un avenir propice pour la génération future. Moi, je suis vraiment enthousiasmée pour participer à cette initiative qui va vraiment éclairer la gouvernance. Et d'ailleurs, nous avons une belle expérience dans ces Ghirari Mohamed, donc notre Ghirari Issam, pardon, qui est chef de division de la planification, de la gestion de l'eau, donc à la direction générale de l'hydraulique, qui va vraiment, il était aussi chef du service planification de l'eau, chef de la gestion de l'eau, et actuellement chef de division, il était chef de division de la planification et gestion de l'eau. Donc, il va parler de notre expérience au niveau de la direction générale de l'hydraulique, au niveau national, donc en ce qui concerne la planification concertée de l'eau, donc au niveau du Maroc. Merci. Merci, c'est Issa. Merci Madame Larté. Donc, bon, peut-être pour bien appréhender la thématique, donc finalement Maroc, ou bien Water Maroc Connect, c'est une solution pour résoudre des problèmes ou bien pour présenter ou bien proposer une solution. Donc d'abord, il faut savoir la problématique ou bien la question pour mieux appliquer la solution, bien pour garantir la réussite de la solution. Donc la réalité des choses, c'est un processus de planification, de concertation. On peut le partager entre deux niveaux. D'abord, il y a le volet planification à long terme, à moyen et à court terme. Il y a le volet opérationnel, ce qu'on peut appeler la gestion de l'eau dans la pratique des choses. Donc, moi, ce sont des idées à travers ces slides pour à peu près localiser ou bien faire un diagnostic de l'approche participative en général dans la gestion des ressources en eau d'une manière générale. Donc, j'ai vu que la meilleure manière de
de proposer ou bien de poser la problématique, c'est d'abord commencer par les choses naturelles. Parce que finalement, l'eau, tout le monde a sa part de responsabilité, d'utilisation, de gaspillage. Elle est mobilisée, elle est transportée, elle est traitée, elle est distribuée, et après peut-être elle est polluée, et après elle est retournée au réseau ou bien à la nature. Donc finalement, ce cycle, chaque partie prenante, il a ses responsabilités, ses limites, ses obligations et son mot à dire. Donc finalement, le graphe, donc, je l'ai présenté hier ou bien avant-hier pour à peu près tracer la manière dont le législateur hydrique, si j'ose dire, a organisé les relations entre les différents partenaires. Commençons par un cadre global de consultation à travers les différents conseils, notamment le Conseil supérieur de l'eau et du climat, et peut-être le maillon dans tout ce qui est opérationnel, c'est surtout les départements ministériels, à travers soit le ministère de l'équipement ou de l'eau, bien l'intérieur, l'agriculture comme utilisateur principal, aussi même l'intérieur, le finance. Donc tous ces partenaires ont ces relations avec la gestion ou bien l'utilisation des ressources en eau. Et il y a, je pense, l'étape ou bien l'étage le plus propice d'être le champ de pratique de cette initiative, c'est le champ des utilisateurs. Notamment, commençons par les ABH, comme gestionnaires des ressources en eau, passons aux utilisateurs, l'Office national de l'eau potable et de l'électricité, les offices de mise en valeur agricole, les utilisateurs privés, les concessionnaires, les régies de distribution. Donc c'est le volet opérationnel, pratique de la gestion des ressources en eau. Et aussi il y a le modèle. Ce schéma global, il est suivi par une concrétisation de la planification à travers deux volets. D'abord, il y a le volet national, c'est le plan national de l'eau. C'est un document de planification qui trace les visions, les orientations globales au niveau national. Et il y a un autre niveau qui est plus local, c'est le PDR, plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau, qui essaye de faire un schéma ou bien des possibilités de mobilisation des ressources en eau, soit conventionnelles ou non conventionnelles. Donc, ces deux composantes, principales composantes, sont complétées par un nouveau-né aussi de la nouvelle loi, c'est les plans de gestion locaux. Ce sont des plans qui servent pour traiter une problématique précise au sein du bassin, ou bien d'un sous-bassin, ou bien d'une nappe, par exemple, pour donner des réponses plus précises sur cette thématique qui est exceptionnelle. Donc les horizons de planification, vous les connaissez tous dans ces 30 années. Ce qui est important pour moi, c'est la deuxième phase, c'est la préparation. La préparation de ce document, elle se base au début, au milieu et à la fin sur la participation. Parce qu'un document de planification, c'est un document qui est concerté et il doit être concerté parce que finalement, c'est le document de tous les utilisateurs. Ce n'est pas le document de l'ABH. Finalement, le PDR, ce n'est pas le document de l'ABH. C'est un document, c'est un manuel ou bien un guide de gérer les ressources en eau au niveau du bassin hydraulique. Donc, c'est le fruit de la participation. Si on arrive à faire aboutir un PDR, c'est qu'on a réussi tout cet exercice de participation dans l'élaboration des documents de planification. Donc, tout au long du processus de réalisation des PDR, donc, il y a la participation et la concertation et la coordination entre tous les parties prenantes. Donc ça, c'est un petit peu les deux manières de voir les choses entre le PDR et le PNE. Donc soit on trace les orientations globales et après on fait une projection au niveau des bassins versants. C'est la configuration actuelle des choses qui a remplacé une ancienne manière de voir les choses, c'est de réaliser les PDR et après faire une consolidation nationale. Donc c'est ces deux manières de faire. L'actuel, je pense, il est plus logique, il est plus réaliste, il est plus homogène et peut-être il va donner des résultats plus
réussie. Donc ça, au niveau de la planification, d'une manière très, très succincte. Passons à la gestion des ressources en eau. Donc toujours, au niveau de la gestion des ressources en eau pratique, c'est toujours la concertation qui est essentielle, à travers 3 niveaux. Commençons par le niveau national. Donc il y a tout ce qui est comité national de l'eau qui est présidé par le ministre de l'équipement et de l'eau, et dans lequel il y est représenté tous les ministères chargés ou bien concernés ou bien par la question de l'eau, qui sert à faire un suivi national. Et il y a la partie opérationnelle, c'est la partie provinciale, c'est la commission provinciale de l'eau. C'est elle qui assure la mise en œuvre et le suivi de la réalisation des projets pour finalement éviter ce stress ou bien dépasser ce stress hydrique qui vit la région ou la province ou bien le bassin. Tout cela se fait à travers un document ou bien un outil qui englobe tous ces prérogatives ou bien ces décisions. C'est le plan de gestion de sécheresse au niveau d'un bassin donné qui passe par plusieurs parties, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais finalement pour illustrer que n'importe quelle décision hydrique, entre parenthèses, il a passé par plusieurs passages, tous concertés, tous assurés par une participation de tous les partenaires pour garantir la réalisation ou bien l'aboutissement de ces actions. Donc, pour moi, l'initiative Maroc Connect, il y a ce mot Connect. Et Connect, il considère qu'il y a 2 parties, au moins. Sinon, il y a plusieurs parties. Donc, pour assurer la connexion entre tous ces parties, il faut d'abord avoir une base de connaissances des parties, des responsabilités, des limites de chaque partie et aussi un inventaire des données sur les 2 parties, sur les manières de fonctionnement des parties. Sinon, on aura une déconnexion totale. Donc, quelques idées pour à peu près participer dans cette réflexion de la mise en œuvre de cette initiative. D'abord, la clarification des rôles. La clarification réglementaire, je pense, elle est claire, mais dans la pratique, il faut exercer cette clarification des rôles, les limites de chaque partie. Le système d'information. Donc, moi, je pense que l'initiative, elle est basée sur la connaissance et la connaissance par les systèmes d'information. Moi, je veux faire un complément par rapport à ce qui a été dit déjà. Le système d'information, il est réglementé dans la loi. La loi sur l'eau, il impose aux agences de bassin de faire un système d'information sur l'eau. Moi, je propose que cette initiative, il faut trouver le moyen de participer à cette réflexion nationale. D'ailleurs, le système d'information, commençons par les données, la nature des données, la qualité des données, la fréquence des données. Et derrière, il y a tout ce qui est équipement, tout ce qui est station, parce que finalement, un système d'information, c'est une image. Derrière, il faut avoir l'appareil pour prendre l'image. C'est les stations de traitement, c'est les stations de mesure, c'est les capteurs, c'est tout un derrière qui peut-être n'est pas vu en clair. Donc, système d'information, il faut veiller à le mettre en œuvre, soit le système national ou bien les systèmes au niveau des agences de bassin. Et lorsqu'on parle des agences de bassin, on parle des moyens humains, techniques, financiers. Donc on ne cesse pas de dire ça parce que finalement les rôles demandés par les ABH nécessitent les moyens, le renforcement des moyens. Et un dernier point, c'est la post-évaluation. Actuellement, tous les ABH ont fait ou bien ont élaboré, ont fait aboutir leur PDER. Il faut faire une post-évaluation de la procédure. Les points de réussite, les points d'amélioration pour finalement consolider ou bien capitaliser sur l'expérience pour pouvoir les éviter ou bien les modifier ou bien même avoir les points d'amélioration sur l'expérience de la réalisation. Merci. Merci, c'est simple donc, pour cette présentation claire, donc, qui nous a donné un exemple
justement de synergie, de coopération et d'approche participative pour l'élaboration de plans directeurs au niveau régional. Et maintenant, ils seront la base, et je souligne, du plan national de l'eau qui est en cours de réalisation avec l'ensemble des partenaires du secteur de l'eau. C'est un peu, c'est pas une initiative, mais c'est l'approche adoptée par le Maroc pour justement l'élaboration de ces plans directeurs d'aménagement intégré des ressources en eau au niveau des bassins versants et du plan national de l'eau qui est en cours d'actualisation. C'est vrai, donc la donnée, c'est une nécessité donc, pour cette initiative et même pour l'ensemble des études qui sont en cours ou qui sont déjà réalisées ou qui seront réalisées. Donc la data, c'est une nécessité pour justement réussir nos projets. Si on est à côté dans la data, on ne peut pas concevoir des projets qui se valent ni pour maintenant, ni pour le court terme, ni pour le moyen terme, ni pour le long terme. La data, il faut vraiment casquer les efforts pour justement avoir la fiabilité de la donnée. Et je crois que maintenant, les agences de bassin, toutes les agences du bassin du Maroc, ils ont leur système d'information, mais il faut encore travailler dessus pour avoir une homogénéisation, avoir une base de données nationale et vraiment avoir la donnée fiable pour justement concevoir nos projets à juste titre. Donc, dans le même élan, je donne la parole à Sir Rachid Moudah, qui a une expérience riche dans les études et dans les réalisations des ouvrages hydrauliques. Non seulement, mais avec son cheminement de carrière réussi. Il est maintenant directeur de l'agence de bassin hydraulique de Susmessa. Donc c'est Rachid Moudah, à vous l'honneur, pour justement nous parler de votre expérience au niveau de cette agence. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc merci Madame Larti pour cette introduction. Donc je tiens pour l'occasion à remercier Sim Azouz pour son initiative. Je connais la personne. C'est quelqu'un qui est engagé dans la promotion de l'ingénierie marocaine. Un engagement infaillible. Et je sais également qu'il a beaucoup d'affection pour le secteur, étant donné qu'il a commencé sa carrière au niveau des barrages. Donc, je fais en introduction un raccourci. On se propose en tant qu'agence de bassin de Susmessa, quand un parent adoptif pour son nouveau-né, donc pourquoi la région de Susmessa, étant donné c'est une région, comme j'ai dit avant-hier, agricole par excellence, avec une production d'agrumes pratiquement de 35% par rapport au national et 65% en exportation. Également 75% de maraîchage avec 86% pour l'exportation et notamment pour les tomates, 85% en production nationale et 97% en export. Cette production agricole importante pèse lourd sur nos ressources en eau, notamment sur les ressources en eau souterraine. À titre illustratif, donc les besoins en eau agricole sont pratiquement 918 millions de mètres cubes par an, dont pratiquement 675 millions sont soustraits d'une nappe souterraine, soit pratiquement 75% des besoins qui sont satisfaits. Et avec la récurrence des années sèches, on a une forte pression sur les faits avec l'université de Mohamed VI, Polytechnique de Melgrir. Il y a également des initiatives qui sont menées par Agrotech, qui sont menées par l'INRA, également par l'IAV. Il y a beaucoup de données qui circulent et cette plateforme peut-être servira pour un peu consolider le travail des uns et des autres et avoir au moins une base de données pour ne pas partir de zéro. Donc, pour
faire face à cette situation critique au niveau de l'agence de Souss-Massa. Je rebondis dans la continuité de ce qui a été exposé par Sir Gharari. Le PDER a été préparé par l'agence en concertation avec tous les partenaires institutionnels. C'était un long processus qui a fait objet de beaucoup de réunions, que ce soit au niveau de la Commission nationale, le PDER, ou il y a une commission technique de conseil de bassin et également de conseil de bassin et validé en fin de compte par le conseil d'administration. C'est parmi les principales conclusions auxquelles on a abouti, sont qu'il faut s'orienter vers les solutions non conventionnelles, notamment la réuse et également le dessalement de notre mer. Sur le dessalement de mer, on n'a pas assez d'expérience, donc peut-être que ce sera l'occasion encore pour pouvoir discuter au niveau de cette plateforme et peut-être anticiper sur un certain nombre de problèmes. Au sujet du dessalement, donc on a déjà une première station qui est une première en Afrique qui combine les deux usages agricoles et eau potable avec une production annuelle de 100 millions de mètres cubes par an qui sera appelée à être à l'extension en fin d'année pour l'apporter en production finale de 140 millions de mètres cubes. Il y a également une autre station qui est prévue au niveau de Tiznit avec 70 millions de mètres cubes, 10 millions pour l'eau potable et également 60 millions pour la valorisation de deux périmètres au niveau de Tiznit, donc là, avec une production finale de 70 millions de mètres cubes. Il y a aussi une proposition qui est bien avancée en étude au niveau du Souss moyen. C'est une station assez importante pour la zone de Gardanne et la zone de Issen et Oulad Berhil, avec une capacité finale de 182 millions de mètres cubes. Donc ces projets, l'estimation qui a été avancée, c'est pratiquement 9 milliards de dirhams. Et c'est prévu d'être en PPP. Donc on aura plus de détails, je crois, en juin, Inch'Allah. Donc, comme je disais, le PDER a été élaboré avec tous nos partenaires, notamment les services de l'agriculture. Un diagnostic exhaustif de l'état des lieux a été fait et une maîtrise du potentiel disponible des ressources est également arrêtée. Et il y a une mise en place d'une feuille de route pour pouvoir satisfaire les besoins à l'horizon 2050. Donc ce sont des orientations. Donc leur déclinaison en action concrète, peut-être on aura besoin de s'en concerter sur le niveau de cette plateforme et aboutir à des actions concrètes qui permettront de travailler sur les deux leviers, le levier de la mobilisation des zones conventionnelles, mais également sur la gestion de la demande. C'est très important parce que là, donc pour les résultats attendus de cette initiative, donc à chaud, je peux dire que ça peut-être de renforcer un peu déjà la plateforme de concert particulière et avoir un partage pour pouvoir réussir les projets à venir. Et établir également des modèles de gestion des risques et une suggestion pour l'implémentation de cette initiative, c'est de travailler sur un sous-bassin et faire une évaluation à mi-parcours, donc avant de la généraliser au bassin et finalement la généraliser à tous les bassins si jamais tout ça marche. Donc je ne vais pas tarder ce qui a été fait, l'ensemble a été aidé par Serrera sur le niveau de la planification. Donc je réitère encore notre volonté et notre disponibilité à adhérer à cette initiative. On met nos moyens humains et nos savoirs techniques à votre disposition pour pouvoir réussir cette initiative. Merci. Merci Simdah. Donc Simdah nous a parlé de la nécessité de travailler justement dans le cadre de cette initiative et plateforme pour réussir des projets phares dans la région de Souss-Massa qui ne sont autres que le dessalement de l'eau de mer du Grand Agadir et le cas de Tiznit aussi. Et il propose de travailler dans le cadre d'un sous-bassin versant pour justement faire un calage de l'initiative de la plateforme pour justement la réussir à sa juste titre et assurer une concertation parfaite
entre l'ensemble des intervenants dans ce bassin. Maintenant, nous avons vraiment une vision de cette plateforme et cette initiative. Nous avons également des exemples pratiques de la planification des ressources en eau, que ce soit au niveau régional ou national du Maroc, mais il nous manque des points de vue. Donc, le point de vue va être donné par notre éminente chercheuse et experte en eau et changement climatique et risques naturels de l'Université Hassan II et membre du comité d'administration de la Fondation LIDEC. À vous la parole, madame. En fait, c'est madame Dalia Loudi, Dalila Loudi. Merci Madame Lafté. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, dans cette présentation, j'aimerais porter deux casquettes. La première, qui m'est très chère, qui est celle de la recherche scientifique et du métier que j'exerce avec toute fierté, qui est le fait d'être professeur à l'université et que je fais depuis 27 ans, tout en étant ingénieur de formation, et je suis hémiste aussi. J'ai oublié de le préciser dans la... La deuxième casquette que je voudrais porter, c'est celle de Morocco, Water Connect Morocco. La recherche scientifique et son importance par rapport à la question de la décision, de manière générale et de la stratégie et de la politique sectorielle en particulier. Alors, en matière de recherche scientifique dans le domaine de l'eau, qu'est-ce que nous faisons? Alors, je vais partager avec vous les grandes lignes ou les grandes catégories de recherche scientifique et de l'apport que peut avoir cette recherche scientifique en matière de technologie. Premièrement, vous connaissez tous, mes collègues ont parlé de ça, de la question de l'intelligence artificielle. Nous vivons dans une ère de digitalisation. Nous travaillons énormément sur la question de la surveillance et de la gestion en temps réel. La surveillance de quoi? La surveillance de l'eau, que ce soit à l'échelle du bassin ou à l'échelle des réseaux, c'est-à-dire à l'échelle urbaine. Nous avons maintenant l'Internet of Things. L'Internet of Things qui permet, c'est les capteurs qu'on peut mettre un peu partout, là où nous voulons, soit sur des rivières, soit dans des canalisations d'adduction ou les canalisations de distribution, pour justement absorber, que ce soit pour aussi collecter des informations liées à la température, liées au débit, liées à la qualité de l'eau, tout ça pour nous éclairer un peu pour avoir une meilleure idée sur ce qui... C'est de l'observation. Donc, vous savez qu'on ne peut pas avoir une décision bien prise si on n'a pas des données, on n'a pas des observations de terrain. Et ça, c'est pour nous l'observation de terrain. Il y a les drones maintenant pour collecter l'information. Tout ça, on le fait dans la recherche scientifique. Après, qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée? On passe à ce qui est big data. Parce que là, quand on rassemble cette masse de données, il faut bien la traiter. Et pour la traiter, il faut s'assurer de la qualité de la donnée, il faut s'assurer que cette donnée elle est interopérable, c'est-à-dire par exemple, moi dans l'agence de bassin de Bourg-Chaouia, je parle le même langage que celui de l'agence de bassin voisin. Je parle le même langage aussi que les opérateurs de gestion délégués. Est-ce qu'on utilise les mêmes données? Cette question d'interopérabilité, de la véracité de la donnée, aussi de la série de données, nous sommes dans une
ère de construction. Et vous avez parlé de co-construction tout à l'heure. Et là, je reviendrai à Water Connect Morocco. Qu'est-ce qu'il peut faire normalement, et justement, dans ce domaine-là, d'être un fédérateur de données pour pouvoir justement avoir une base solide nationale en matière de données liées à la question de l'eau. La question de l'eau qui est essentiel pour tout développement économique et social. Nous avons maintenant tout ce qui est technologie, donc bioréacteurs membranaires, on parle de la nanofiltration, on parle de stations de plus en plus compactes. On n'a pas besoin de prendre tout cet espace et avec tout ce que ça suppose comme problème pour le foncier et donc pour l'aménagement territorial de manière générale. Donc tout ça, la recherche scientifique sait le faire. La question de la réutilisation des eaux usées. La réutilisation des eaux usées, nous savons que c'est un grand chantier au Maroc pour les eaux non conventionnelles et c'est une question qui pose beaucoup de problèmes en termes surtout d'énergie et de transport. Ce n'est pas la technologie qui manque, mais c'est la question du transport et de la réutilisation et l'énergie que ça consomme. Et donc j'insiste ici sur le nexus eau-énergie parce qu'on ne peut pas avoir, surtout quand on parle de eau non conventionnelle, sans parler de la question de l'énergie. Ça, ce sont deux secteurs qui vont de pair. Et donc, si on développe notre recherche scientifique en matière d'énergie, la question de l'eau, elle suivra automatiquement, surtout en matière de dessalement des eaux usées, des eaux de mer ou des eaux saumâtres, mais aussi pour le traitement des eaux usées. Je vais parler aussi de la question d'un secteur qui est économiquement très important, socialement beaucoup plus important, et qui est malheureusement très consommateur en eau, hydrivore, c'est le secteur de l'agriculture. Alors le secteur de l'agriculture, c'est là que la recherche prend toute son ampleur. Professeur Bouchaoui, il a parlé ce matin d'un projet innovant en matière d'agriculture intelligente. Nous avons justement la recherche s'attelle sur cette question-là de l'irrigation de précision, mais aussi de culture adaptée à un contexte climatique donné. Et c'est pour ça qu'il faut travailler de manière territoriale, parce que les conditions climatiques de Dra Tafilel, ce n'est pas les conditions climatiques au niveau du Loukous ou encore moins de Bni Mellal, la région de Bni Mellal, Khnefra. Alors pour la question nous avons aussi une autre grande catégorie qui est la gestion intelligente des réseaux. Et là, c'est là où l'intelligence artificielle prend toute son ampleur. On collecte des données, on fait ça notamment avec la LIDEC, on collecte les données sur les réseaux et ces données-là, d'abord il faut avoir la technologie au niveau des capteurs et après avoir la technologie de capteurs, comment justement détecter les fuites et améliorer le rendement des réseaux avec la gestion de la donnée et donc l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous avons aussi ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Justement, l'intelligence artificielle permet de faire des prédictions et justement d'optimiser les opérations d'exploitation et d'entretien qui coûtent très cher pour l'exploitant pour pouvoir justement améliorer et optimiser ses interventions au niveau des réseaux. Elle peut apporter des systèmes d'aide à la décision. Et ce sont des algorithmes d'optimisation que nous utilisons, des collectes de données, de la modélisation numérique qui permet justement de dire, voilà, si jamais j'ai telle ou telle précipitation et que j'ai tel ou tel niveau d'eau dans le réservoir, est-ce que je pourrais, par exemple, avoir la même production d'énergie hydroélectrique? Est-ce que je pourrais satisfaire tel ou tel besoin que j'avais prévu dans mon PDER? Donc tout ça permet justement d'avoir cette... Et enfin, la dernière catégorie en termes d'apport de recherche scientifique, en termes de l'éducation. L'éducation à l'eau. Nous avons maintenant des applications qui permettent aux citoyens lambda d'avoir une idée sur la consommation, combien il consomme. Ça lui permet de réduire justement sa consommation. Ces applications, ils peuvent parfois même proposer des solutions pour réduire encore plus la consommation. Et il y a aussi des programmes éducatifs, ça on ne l'a pas encore au Maroc, mais j'aimerais bien qu'on le développe ensemble, des programmes éducatifs où vous pouvez utiliser la réalité augmentée ou la réalité virtuelle pour pouvoir justement éduquer les enfants, la nouvelle génération, et la rendre sensible à
la question de l'eau et qu'est-ce qu'elle peut apporter au niveau des villes, au niveau de l'agriculture, etc. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de ce que fait la recherche scientifique. La beauté de la recherche scientifique, c'est qu'elle est internationale. Elle n'a pas de limites ou de frontières. Et donc, je peux très bien, ici au Maroc, faire la même chose ou développer une technologie peut-être plus adaptée à mon cas que ce qui est développé aux États-Unis ou ce qui est développé peut-être à Delft en Hollande ou quelque chose comme ça. Donc, et c'est ça la beauté de la chose. Mais pour cela, il y a bien sûr une question qui se pose qui est très importante. Est-ce qu'on fait de la recherche scientifique qui répond aux besoins de notre pays, c'est-à-dire une recherche appliquée? Et est-ce qu'on a des moyens financiers adaptés pour permettre à cette recherche scientifique d'avoir vraiment un rendement sur le terrain et être efficace et vraiment implémentée à l'échelle réelle? Cette question-là, elle m'a interpellée et j'ai pensé que je voudrais partager ça avec vous. Par exemple, mais c'est un effort personnel. Moi, je vais parler d'au-delà de mes 27 ans d'expérience. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes, mais ça reste plus ou moins très subjectif. Et ces personnes-là, elles étaient très ouvertes à la recherche scientifique. Et dans ce sens, nous avons pu collaborer et trouver et développer des solutions et des articles d'ailleurs qui ont fait l'objet de plusieurs articles internationaux publiés. Au niveau, par exemple, de l'agence Omorbe, nous avons développé, avec une doctorante, la question du nexus eau-énergie. Par exemple, parce que Omorbe, c'est l'agence qui produit le plus d'énergie hydroélectrique. Et nous avons vu quel est l'impact du changement climatique sur ce nexus-là énergie, c'est-à-dire qu'est-ce que l'eau produit comme énergie et qu'est-ce qu'on consomme comme énergie pour la production et la distribution de l'eau. Ça va dans les deux sens, donc c'était un système dynamique, etc. L'essentiel, on a trouvé des résultats. Et ces résultats, ils étaient très intéressants, comme je vous ai dit, ils ont même fait l'objet des publications internationales avec les standards internationaux. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on a eu une application de résultats de sujets de recherche scientifique? Et cette recherche scientifique, les bureaux d'études ne peuvent pas la faire, mais ils peuvent soutenir les bureaux d'études dans leurs décisions et dans leur est voté au niveau fédéral, c'est-à-dire comme si on disait ici au Maroc, ça va être voté au niveau du Parlement, un programme de recherche global qui est axé sur la question de global change. Comment la nature, comment l'écosystème va changer en fonction des changements climatiques et comment cela va impacter tout ce qui est industrie, tout ce qui est social, tout ce qui est économique. Et dans ce programme-là, il y a 15 agences fédérales qui financent ce programme-là. Quand je dis les agences fédérales, c'est la NASA, c'est l'USGS, United States Geological Survey, c'est l'US EPA, l'United States Environmental Protection Agency. Donc ce sont des agences, les 15 agences par exemple, nous, on va dire l'agence des eaux et forêts. Enfin, il n'y a plus d'agence, je crois, c'est une direction du ministère de l'Agriculture. L'essentiel, c'est un ensemble d'acteurs, c'est un exemple de gouvernance pour une recherche scientifique appliquée. Et tout ça avec l'objectif final, c'est d'avoir ce qu'on appelle informed decision ou la informed policy. C'est quoi l'informed policy? C'est-à-dire des politiques qui sont bien informées. C'est-à-dire, on a de la recherche, on a les scientifiques qui nous donnent les faits réels, les prévisions basées sur des données scientifiques, et on laisse le politicien faire son choix en fonction de ses orientations et de ses contraintes à lui aussi. Et donc, pour moi, j'aimerais juste dire que, par exemple, aussi j'ai eu la chance d'avoir au niveau de la LIDEC une collaboration d'une dizaine d'années. On a pu développer des modèles pour la prévision des inondations en 2018. Il y a eu un partage de données très important, ce qui est énorme. Nous avons pu travailler avec la collectivité de la commune, la ville de Casablanca, pour tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre de la ville de Casablanca, avec un échange important de données. Et donc, pour conclure, j'aimerais dire que cette initiative de Water Connect pourrait être vraiment
Merci, Madame Loudi, de cette importante intervention. Donc, vraiment, et surtout, donc, la recommandation de faire adhérer la recherche scientifique donc, au niveau de cette initiative. Et je dis que le rôle de la recherche scientifique, il est toujours là. Et elle est le bienvenu, donc la bienvenue dans cette initiative pour justement renforcer les puzzles d'intervention donc, de tout un chacun pour justement réussir les projets et leurs feuilles de route dans le temps et dans l'espace. C'est très intéressant, quoique c'est vrai que les bureaux d'études n'ont pas le temps pour la recherche scientifique, mais la connectivité au sein de cette initiative avec les bureaux d'études, il s'impose. Mais notez que nous avons actuellement, le Maroc, il va dans un sens de rapidité pour trouver les solutions adéquates parce que les effets de changement climatique et les impacts des changements climatiques n'attendent pas. Donc il faut travailler avec une célérité afin de trouver les bonnes réponses, les bonnes solutions, au moins dans le secteur de l'eau potable et même dans le secteur d'irrigation. Malgré ça, comme a dit Sil Gharari tout à l'heure, donc les dotations de ressources en eau ont été concertées, pleinement concertées, avec l'ensemble des intervenants, que ce soit pour l'eau potable, au niveau en milieu rural ou en milieu urbain, que ce soit pour l'irrigation, la grande hydraulique et la petite hydraulique. Et Dieu sait combien ces solutions ont été trouvées avec c'est-à-dire la fédération de l'ensemble des efforts de tous les intervenants dans un temps record. Et je cite là, comme j'ai cité tout à l'heure, le projet de transfert entre le barrage de Garde au niveau du bassin du Sebou et le barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah au niveau du Bourgrag, qui a été réalisé dans un temps record. Donc il a fallu uniquement 8 mois, mais avec vraiment une nationalité très forte, une appartenance du projet. Tout le monde sent que c'est son projet, que ce soit l'État, les établissements publics et les Marocains. Donc les 6 milliards de dirhams, c'est marocain. Et un projet qui devait se réaliser en 4 ans, elle est réalisée en 8 mois. Donc c'est une réussite que je vous recommande et que je vous demande d'applaudir parce que vraiment, c'est une réussite pour tout le monde, pour tous les Marocains. Et c'est un exemple à partager. Là, messieurs, mesdames, nous avions eu donc l'explication de cette initiative avec vraiment la présentation d'exemples éminents du Maroc, mais aussi nous voulons avoir un avis ou 2 avis de nos frères et amis africains qui sont là avec nous dans cette salle et que je leur demande leur avis sur cette initiative. Je demande à notre ami du Sénégal, pays frère, de nous donner son avis sur le Water Connect Morocco et qu'est-ce qu'il peut apporter B2B entre le Maroc et le Sénégal, par exemple. Merci. Merci beaucoup. Je suis honoré d'être invité à ce side event consacré à la gouvernance de l'eau. Je représente le Sénégal et je me nomme Madické Diagne. Je suis le directeur de la communication, du partenariat et des relations publiques de l'Office des lacs et cours d'eau, qui est la principale agence qui s'occupe de la gestion des lacs et des cours d'eau. Alors, je remercie M. Benazizou qui m'a fait cette invitation et qui est venu hier au niveau du pavillon Sénégal
qu'on a discuté ensemble et qu'aujourd'hui, il a insisté pour qu'on soit présent, en tout cas, donc, au cours de ce side event. Je me réjouis vraiment de cette initiative marocaine, le Water Connect Morocco, qui est une belle initiative, en tout cas au moment où la gestion des ressources en eau devient un enjeu international, mais surtout un enjeu local. Quand on sait que les bassins sont sur des territoires, et sur ces différents territoires, les populations ont des préoccupations spécifiques, créer des outils, des plateformes de communication, des plateformes de concertation, vraiment ne font que renforcer donc, ce qu'on appelle la gestion intégrée des ressources en eau. Je vous en félicite et j'ai beaucoup appris, en tout cas, donc, de cette initiative. Alors, nous, au Sénégal, surtout donc, dans la gestion des lacs et des cours d'eau, nous avons peut-être des approches similaires qui n'ont pas peut-être les mêmes noms. En fait, si nous avons un projet donc, dans un territoire donné et qui concerne en tout cas un bassin spécifique, de la planification jusqu'à la mise en œuvre et même l'utilisation des eaux, nous avons ce qu'on appelle des cadres de concertation. Et ces cadres de concertation commencent d'abord par la mise en place de ce qu'on appelle un comité de pilotage. Par exemple, si dans une région donnée, nous avons un projet, il y a un comité de pilotage qui est mis en œuvre, qui est mis en place et qui est souvent coordonné par le gouverneur de la région, qui est l'autorité administrative. Et dans ce comité de pilotage, il y a tous les acteurs institutionnels, c'est-à-dire les services de l'État, mais il y a aussi les collectivités territoriales, les maires, les députés, mais surtout les usagers. Je pense qu'au Sénégal, comme au Maroc, nous avons pratiquement les mêmes usagers et que l'agriculture est le principal usager de l'eau. Donc, sont gérés de connivence avec les services de l'élevage, mais surtout aussi par les éleveurs, plus l'agence de gestion des ressources en eau. Donc, ils sont intégrés dans le comité de pilotage, mais également pour ce qui concerne la pêche continentale, parce que pour les lacs et cours d'eau, il y a une importante pêche continentale qui se déroule, en tout cas sur ces lacs. Et eux aussi, ils sont intégrés donc, dans le comité de pilotage des projets. Et en sus de ça, il y a les acteurs de l'écologie, les eaux et forêts, donc les amodiataires, donc, etc. Ils sont également dans ce qu'on appelle ces comités de pilotage. Peut-être la différence, c'est que ces comités de pilotage se réunissent 2 fois par an. Donc, au début de chaque année, on fait ce qu'on appelle un PTBA, un plan de travail donc, budgétisé. On partage ce PTBA avec le comité de pilotage et c'est des occasions donc, de réajuster ce que nous faisons. Si on doit changer, si on doit intégrer d'autres activités qui concernent tel ou tel autre usager, mais c'est également le moment de recueillir les différentes préoccupations des usagers. Donc, pour vous dire qu'à la fin de l'année également, on fait une rencontre vraiment pour évaluer et pour faire le bilan de chaque année. Maintenant, il y a des cadres beaucoup plus locaux, parce que le comité de pilotage peut prendre une région ou bien même 2 régions. Mais au niveau des arrondissements, des aires beaucoup plus réduites, donc il y a ce qu'on appelle les comités locaux de pilotage. La seule différence, et l'initiative du Maroc, c'est vraiment peut-être l'innovation, c'est la digitalisation. Je pense que nous, ce qu'on fait, nous allons vraiment nous inspirer, en tout cas donc, du royaume frère marocain, pour essayer de digitaliser ce que nous faisons, qu'on n'a pas appelé peut-être le Connect, mais au moins nous aurons notre Water Connect Sénégal. Et pour chaque bassin, par exemple le lac de Guiers, on pourrait avoir notre lac de Guiers Connect pour réunir en tout cas les acteurs et les usagers qui sont autour donc, de ce bassin. Pour vous dire que vraiment, ça m'a donné beaucoup d'inspiration donc, pour réajuster nos différents plans, nos différents plannings en termes de gouvernance d'eau et que je pense que je vais le partager au plus haut niveau, au niveau du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement et maintenant au niveau local. Je pense que ce sont ces mots que j'avais par rapport donc à
au projet Water Connect Morocco. Je vais juste ajouter que j'ai appris que le Maroc a effectué donc, le transfert d'eau avec 66 km ou une soixantaine de kilomètres qui sont en tout cas réalisés. Nous, au Sénégal, les ressources en eau se trouvent au nord, alors qu'au centre, il y a beaucoup de terres, il y a beaucoup d'acteurs, mais ils ont des problèmes d'eau. Alors que durant l'hivernage, des milliards de mètres cubes d'eau sont jetés dans la mer. Donc ce que nous voulons, c'est vraiment transférer l'eau du nord au centre. Nous avons un projet Préferlo que nous travaillons avec les Chinois, mais je pense qu'il y a un ralentissement en tout cas donc, du processus de ce projet et que l'initiative marocaine sur le transfert d'eau va nous inspirer et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais prendre des contacts et nous allons en tout cas donc, essayer de voir avec le Maroc, voir comment impliquer en tout cas vos différents ingénieurs, vos différents bureaux d'études pour voir des possibilités de collaboration. Nous allons le proposer en tout cas à la hiérarchie, au ministère, etc. et voir ce que ça va donner. Je vais finir par vraiment notre intention de venir, parce que là j'ai vu le Water Connect, j'ai vu les différentes présentations, mais il nous faut venir sur le terrain, regarder de manière opérationnelle comment vous l'avez monté et comment vous allez le dérouler pour mieux appréhender en tout cas donc, votre concept. Encore une fois, je suis honoré d'être invité par le Maroc et je vous remercie au nom du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Merci. Merci, Monsieur le Directeur. Justement, donc, nous portons à notre cœur nos amis du Sénégal et avec qui nous travaillons. D'ailleurs, moi-même, j'ai travaillé avec le ministère de l'eau et de l'assainissement du Sénégal, donc pour l'intégration du genre dans la politique, donc de l'institutionnalisation de l'intégration du genre dans la politique de l'eau du Sénégal. Maintenant, vu le temps, il y a 3 intervenants, donc dans un invité. Bon, je dirais salam alaikum. Alors, c'est une belle surprise provenant de Benazouz, dont j'ai eu l'honneur de rencontrer et avec lequel on a brièvement échangé. Je me présente un peu. Je m'appelle Souley Douda. Je suis nigérien vivant aux États-Unis. Donc, je suis partagé entre les États-Unis et le Niger, ou le Niger et les États-Unis. Donc je suis venu à titre personnel, je ne représente pas plus ou moins à titre personnel. Et ce qui m'a motivé à venir à cette rencontre, c'est que en tant qu'enseignant à la retraite, je me suis toujours intéressé à l'environnement. Les questions d'environnement telles que l'éducation en matière d'environnement. Ce que j'ai été coordinateur dans mon école, je m'occupe de recyclage. Je me suis aussi occupé de l'éducation pour apprendre aux élèves comment gérer l'environnement et aussi impliquer la communauté scolaire au niveau de l'institution, mais aussi au niveau de la communauté. Donc je viens du Niger, je disais, d'une région qu'on appelle le Dalol. Ceux qui connaissent la zone là. Donc le Dalol, c'est une vallée qui va du Mali jusque vers le fleuve du Niger, vers le Bénin. Donc c'est une zone potentiellement riche en eau souterraine. Mais dans la nappe phréatique, je ne suis pas spécialiste de l'eau, n'est pas très profonde. On peut facilement y accéder. Parce que je me rappelle quand j'étais enfant, on pouvait facilement creuser des petits puits par-ci par-là en nous amusant. Donc, il y a beaucoup d'eau dans le Dalol,
mais nous pensons qu'il n'a pas été exploité. Donc nous pensons que c'est un réservoir d'eau qui peut aussi être un réservoir de production. Mais maintenant, quand on produit, ou bien même si on veut produire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir les moyens. Mais j'ai écouté, parmi toutes les présentations les communications que j'ai entendues, vraiment j'ai senti un intérêt réel. Mais je vais aller plus spécifiquement par rapport à l'agence hydraulique de Sousse, je ne me rappelle pas, mais aussi le côté universitaire, le côté académique. Et d'ailleurs, je suis surpris d'entendre parler, bien que j'ai vécu pendant des années, des décennies aux États-Unis, qu'il y a cette agence fédérale des États-Unis qui s'occupe de l'eau, etc. Donc, je pense que connect, ça veut dire se connecter à passer l'information à tous les niveaux, autant que je peux, à titre personnel. Et je souhaiterais vraiment avoir vos contacts et puis partager peut-être l'information autant que possible. Bon, j'ai déjà assez parlé, je vous remercie beaucoup et j'en suis honoré. La parole est à Cizrouali donc, pour nous parler de l'intérêt de cette initiative pour la DGH. Merci Madame Lafti. Moi aussi, à mon tour, donc, je remercie Ben Azouz ou Ben Ahmed sur cette initiative. Et je voulais juste apporter quelques précisions en fait. C'est qu'au niveau de la RPE, il y a deux chantiers importants qui sont en cours. Le premier chantier, c'est la certification de la donnée. Donc pour éviter ce problème de la fiabilité, etc. C'est vrai, nous avons constaté que c'est un créneau qui est important et nous avons tout un projet avec la Banque mondiale pour la certification de la donnée hydrologique, d'accord? Et tout ce qui concerne la partie pluie, température, etc., il va y avoir une connexion entre les stations hydrologiques, hydroclimatologiques, climatologiques plutôt, des agences des bassins avec celle de la météo. Et donc, il va y avoir une responsabilité de la météo, étant donné qu'ils sont... Enfin, c'est leur métier de base, en fait. Nous, le métier de base, c'est le cours d'eau. Eux, c'est la pluie, la température, l'évaporation, etc. Et donc, on aura un concentrateur au niveau de Casablanca qui va englober tout ça concernant la partie climatologique et la partie hydraulique, c'est au niveau des agences de bassin et donc au niveau de la DRPE, donc avec une certification, un label. C'est-à-dire quand on dit que l'agence de bassin a mesuré tant, on arrête la parole. Ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier qui est en cours, et monsieur, dont la responsabilité est confiée à monsieur Essam, c'est que nous avons une base de données, c'est la fameuse base de données Badr 21. On est en train d'actualiser cette base de données et c'est un créé. Et cette plateforme, en fait, c'est une plateforme connectée par bus, c'est le jargon des informaticiens, que si j'ai une donnée point d'eau au niveau de Badr 21, ce point d'eau, il est connecté à toutes les bases de données que j'ai. Donc nous avons une plateforme, enfin une base de données gestion des barrages. Nous avons une autre sur la qualité de l'eau. Nous avons la bathymétrie. Nous avons et je trouve que le travail que nous faisons, il est parfaitement en nette adéquation avec le Connect Maroc. Et je pense qu'il faut qu'on fasse des réunions pour qu'on puisse mettre en œuvre ce système d'information en intégrant cette partie Connect. Je dirais pas plus que ça. Donc on va en parler parce qu'il y a des détails, etc. Mais je pense que la masse est là. Il y a déjà un travail, on peut vous exposer ce que nous sommes en train de faire, etc. Et donc, on finira par un outil, Inch'Allah, complet, fiable et qui est utile. Merci.
Ce qu'a dit Monsieur le directeur de la recherche et de la planification de la Direction générale de l'hydraulique est important. Et là, donc cette réflexion, elle n'est pas en deçà des bureaux d'études. Donc les bureaux d'études, ils sont partie prenante donc, de cette actualisation de données au niveau des bassins versants et au niveau national. Et là, je donne la parole à Simr Zouki, qui est le directeur du bureau d'études Novec, pour nous donner donc son impression, c'est-à-dire l'intégration des bureaux d'études au niveau de cette initiative de Connect Morocco. Et donc Novec, c'est l'un des bureaux d'études de la FMCI, donc c'est votre projet et à quoi vous devez et nous devons tous militer pour sa réussite. Merci. Merci Madame Lafté. Merci à tous les panélistes. Vous avez vraiment honoré la profession, la FMCI. Moi aussi, je suis membre de la FMCI. Je m'appelle Tawfiq Marzouki. Je suis le directeur général de Novec. Tout d'abord, je tiens à dire que c'est un panel qui est équilibré sur le plan genre. Aujourd'hui, nous avons un tiers de femmes et 2 tiers d'hommes. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Nous avons avec nous Madame Lafté, qui est ingénieure générale pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une grande dame dans la planification des ressources en eau au Maroc. Je vais mettre ma casquette d'ingénieur d'études. J'ai entendu César Wali parler de la base de données Badr 21. Je faisais partie des ingénieurs qui ont développé quelques outils dans cette base de données. Il faut savoir que nous avons plusieurs bases de données de grande qualité, qu'il s'agit aujourd'hui d'essayer d'interconnecter et de ne pas créer une usine à gaz. Donc, il y a plusieurs chaires, que ce soit de la recherche, que ce soit de l'administration, que ce soit des bureaux d'études, que l'ensemble se connaisse. Là aussi, ça c'est quelque chose d'important. Que toujours continuer à avoir une très bonne qualité de données. Nous avons toujours au Maroc fait attention à cela. Nous avons toujours mesuré les débits, les températures, l'humidité. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, notamment pour les générations à futur, les générations à venir. Donc c'est une excellente initiative, bravo. Je vais juste dire un petit mot sur le projet de transfert, puisque Madame Lafté m'a donné l'opportunité de frimer, parce que en tant que bureau d'études Novec, nous étions à la base, bien sûr, avec nos amis de l'agence de bassin, de la DRPE, de la DAH. Nous étions à la base de la conception de ce projet. Nous l'avons fait dans des délais extrêmement courts parce que nous étions conscients de la gravité de la situation de la sécheresse pour nos 2 capitales, que ce soit la capitale économique ou la capitale politique. On arrivait à des niveaux de retenue d'eau qui étaient très faibles et qu'il y a 8 millions de personnes qui avaient besoin d'eau potable et qu'il fallait vraiment faire ce projet-là. Donc, dans une grande performance, je dirais, du corps de toute l'administration, des bureaux d'études, que ce soit CID, Novec, que ce soit des entreprises du pays, tout le monde s'est mis vraiment au garde à vous pour réaliser ce projet, sans oublier la Caisse de dépôt et de gestion avec la DGCL et le FEC qui ont été derrière le financement très rapide de ce projet-là, parce que mobiliser 6 milliards de dirhams n'est pas une mince affaire, que ça soit fait en très peu de temps. Voilà. Merci à toutes et à tous. Avant de clore cette séance très importante qui ne veut pas se terminer. Je joins à l'assistance pour féliciter les panélistes pour la qualité de leur présentation. Je voudrais rebondir un petit peu sur la dernière présentation ou bien le dernier exposé de professeur Loudi, qui a parlé un petit peu de l'université marocaine et puis des facultés de la recherche scientifique au niveau de Maroc et ce qu'elle peut apporter. Et à partir de là, je voudrais inviter l'assistance à
à assister cet après-midi à 16h30 à un side event qui sera organisé par l'Université Mohamed V avec des panélistes de grande qualité qui vont exposer un petit peu ce que fait au niveau de l'université, qui est complémentaire à ce qui se fait là maintenant, tout ce qui est traitement de données, tout ce qui est analyse de données, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est plateforme, application pour modélisation aussi, pour voir l'évolution que ce soit des nappes et ainsi de suite. Ça, en plus de tout ce qui est analyse et traitement de l'eau. Donc, vous êtes invité à cette side event cet après-midi où il y aura un exposé de ce que fait l'université. Merci. Merci, Sir Gragui. Et Sibn Azouz, vous êtes... Voilà, 5 minutes. Max. De toute façon, 5 minutes juste pour vous faire part de mon état d'âme. Je suis ému parce que, très sincèrement, ce que vous avez vu tout à l'heure au niveau des panélistes, croyez-moi, on n'a rien préparé, on n'a pas coordonné entre nous, on a juste lancé l'idée, on a dit voilà ce qu'on pense, ce qui se mijote dans notre esprit, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, vu le professionnalisme, vu le niveau de compétence de haute facture des uns et des autres, des unes et des autres, et puis la doigté de notre ingénieur général, que je ne cesserai pas de remercier, et qui a une valeur intrinsèque, indélébile, pérenne. Et grâce à elle, donc on a pu justement avoir ce link, ce fil conducteur entre les différents intervenants. Je ne cesserai pas de remercier aussi l'appui par leur présence et par leurs mots non seulement gentils mais professionnellement positifs de Aziz Zarouali et la présence de Si Hamou Ben Sadout. Aussi, tous nos membres qui sont présents par là, en l'occurrence Sitofer Marzouki. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, c'est un projet FMCI. Donc, c'est un projet qui est ouvert à tous les membres, à tous les bureaux et aussi à tous nos partenaires entreprises liés avec nous par le contrat programme. En fait, l'idée, notre ambition, c'est de fédérer tout le monde autour d'un projet citoyen. Et tout à l'heure, tout le monde a parlé. Et vous l'avez vu au niveau de la pandémie Covid, on l'a vu aussi au niveau du séisme, et on le verra davantage, ça a été déjà le cas, et on le verra davantage pour tout ce qui est problématique de stress hydrique, de changement climatique. Un dernier mot par rapport au changement climatique, et là je crois que c'est aussi important. Vous savez qu'il y a un fonds qui est destiné qui est dédié par les Nations Unies et qui est domicilié au niveau de la Banque mondiale. Et ce fonds qui est actuellement de 658 milliards, qui va être révisé à 658 millions de dollars, qui va être révisé à 1,5 milliard. Et vous savez que le tour de table est formé de 27 pays, dont 3 pays d'Afrique, pour nos amis du continent qui sont présents ici, et 9 pays développés. Donc vous voyez un petit peu le challenge. Et le problème dans ce fonds, ce n'est pas tant la possibilité d'avoir une partie de ce fonds ou pas, c'est comment être éligible. Et justement, pour pouvoir être éligible, comme disait l'un des experts l'autre jour, c'est qu'il faut déjà avoir un petit fonds pour financer le renseignement de la fiche pour avoir la contribution. Alors voyez, pourquoi je donne cet exemple-là, c'est pour dire on doit compter sur nous-mêmes. On doit compter sur nos propres moyens. Bien sûr, tout en gardant la lucarne et la fenêtre ouverte sur ce qui se passe à l'échelle mondiale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes. Et je suis ravi encore une fois que ce Wata Connect Morocco puisse rassembler à l'image de ce qu'on a fait aujourd'hui dans le Society Event. Et comme l'a dit César tout à l'heure, quand on va passer aux choses sérieuses, au travail, aux réunions, et comme disait tout à l'heure Sam, nous sommes conscients qu'il va falloir avoir un socle de données naturelles sur lequel on se base. Parce qu'on
on n'arrive pas ce projet en l'air. Et donc, c'est aussi important, garder les pieds sur terre. Et encore une fois, merci pour l'audience. Et surtout, merci pour ces militants qui sont restés jusqu'à cette heure tardive. Hein. Merci beaucoup. Hein.